Salut à tous, c'est le coach, je suis là pour vous aider à avoir votre code. Aujourd'hui on va faire une nouvelle série de 20 questions, un examen blanc, un petit peu plus court puisqu'il n'y aura que 20 questions, mais je vais le corriger avec vous, ce qui va le rendre un petit peu plus long, pour vous donner toutes les exceptions, les règles, les choses qu'il fallait observer, comment répondre à la question, etc. Vous avez l'habitude maintenant. Donc on fait ça, il va y avoir tous les thèmes sur les 20 questions. Vous répondez, on corrige ensemble, et puis à la fin, on voit le nombre de fautes que vous avez fait. Donc vous pouvez attraper un papier, un stylo, et on va démarrer. Avant, si vous voulez me donner un coup de main, m'aider et m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour qu'on puisse continuer à faire des belles séries et que vous ayez votre code très rapidement. Très bien, alors j'espère que vous êtes prêts, puisqu'on va démarrer avec la première question. Hop. Allez, c'est parti. Je bénéficie de la priorité de passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je laisse le conducteur du véhicule de droite s'engager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, première question. Donc, est-ce que je bénéficie de la priorité de passage? Donc, toujours pareil, on analyse la situation. On voit ici qu'on a un camion à droite. On voit aussi qu'il a un panneau de céder le passage. Donc, ça veut dire que c'est à lui de nous céder la priorité. Donc, je bénéficie de la priorité de passage. Donc là, c'est important parce qu'il faut noter, il faut connaître la façon de parler de Monsieur Code quand il vous pose une question. Là, il vous dit, est-ce que je bénéficie de la priorité de passage? C'est-à-dire qu'il vous demande la règle. En gros, il vous a mis un panneau de céder le passage, et lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez la définition. Donc, si le camion a un céder le passage, ça veut dire qu'on est prioritaire, bien sûr. Donc, oui, je bénéficie de la priorité de passage. Mais Monsieur Code, il est subtil, il veut voir jusqu'où vous allez. Donc, il vous dit, est-ce que je laisse le conducteur du véhicule de droite s'engager? Là, il ne vous demande pas la règle, il vous demande la situation. Et en gros, c'est de la courtoisie. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que nous, on ne peut pas avancer, que là, la voie est complètement bouchée, et que ça sert à rien de venir s'avancer et de bloquer le camion. D'accord? Donc, en gros, il veut que vous répondiez avec courtoisie, et que vous disiez comme c'est bouché, et que le camion est là, attends, est-ce que je laisse le véhicule de droite s'engager? Oui, je peux laisser le véhicule de droite s'engager. Ça s'appelle de la courtoisie. Mais vous notez que Monsieur Code, il vous pose deux questions. Il vous pose en 1, la règle. Est-ce que vous connaissez la règle? Et ensuite 2, est-ce que vous êtes capable de vous adapter à la situation? Donc ça vous demande un petit peu d'interprétation. Donc la réponse A et la réponse C. Pour rester dans le champ de vision du conducteur du véhicule lourd, j'évite de me placer trop près de lui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'évite de rester dans son alignement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, voilà une question sur le champ de vision et sur les angles morts. Donc, puisque vous m'écoutez, c'est que vous n'avez pas votre permis. Si vous n'avez pas votre permis, c'est que vous prenez le bus. Donc, sur le bus, vous pouvez le voir souvent, et maintenant même sur les camions, à l'arrière, il y a des gros stickers qui montrent les angles morts d'un bus pour bien vous informer de ne pas vous mettre dans ces angles morts-là. Donc, en gros, quand vous êtes collé à un camion qui est quand même gros et large, eh bien, quand il regarde dans ses rétroviseurs qui sont sur les côtés, il ne vous voit pas. Donc il faut que vous laissiez un peu de distance, et une bonne distance même avec le camion, pour que vous soyez visible dans ses rétroviseurs. Donc est-ce que j'évite de me placer trop près de lui? Oui, bien sûr. Est-ce que j'évite de rester dans son alignement? C'est-à-dire dans son alignement, c'est de rester pile derrière dans son angle mort, collé et serré, et du coup je suis invisible pour lui et ça rend les choses dangereuses. Donc, je évite de rester aussi dans son alignement. Oui, réponse C. Donc, la prochaine fois que vous prenez le bus, vous croisez un camion, jetez un coup d'œil. C'est jaune fluo, c'est des étiquettes qui sont derrière, qui nous montrent un petit peu les différents angles morts dans lesquels il ne faut pas se mettre.
Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, pareil, même système. Vous voyez que Monsieur Code, il est sur la même procédure. 1 la règle, 2 la situation. Donc, 1 la règle. Est-ce que je cède le passage à droite? Écoutez, là, on voit bien qu'il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage, je ne vois pas de panneau. Donc, c'est une rue simple qui vient de droite, et donc on applique la règle de la priorité à droite. Donc, oui, je cède le passage à droite. Ensuite, est-ce que je fais un appel de feu de stop? Là, c'est la situation. Alors, un appel de feu de stop, c'est pas un appel de phare, pour ceux qui se sont trompés. Les appels de phare, c'est à l'avant. Les feux de stop, c'est à l'arrière. Donc, à l'arrière, on voit bien ici, dans le rétroviseur, qu'il y a un véhicule, mais qu'il est parallèle à nous, donc il est certainement garé. Il n'y a pas un gros camion collé derrière, ou une voiture très proche, ou une moto, où on pourrait éventuellement faire des appels de feu de stop. Faire des appels de feu de stop, ça veut dire appuyer de façon répétitive sur le frein, mais pas fort, pour que les lampes à l'arrière s'allument et attirer son attention à celui de derrière pour lui montrer qu'on va s'arrêter. Parce que lui, à l'arrière, il a peut-être pas la visibilité et du coup, il a peut-être pas vu la voiture qui arrive de droite. Donc là, dans cette situation-là, c'est pas nécessaire, on n'est pas suivi, on n'est pas collé. Donc, est-ce que je fais des appels de feu de stop? Non, ça sert à rien. Donc, réponse A et réponse D. Ce conducteur diminue la force centrifuge sans prendre de risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, alors, ce conducteur diminue la force centrifuge sans prendre de risque. Alors, très clairement, là, Monsieur Code, il vous montre que ce véhicule qui est là n'est pas à sa place. D'accord? Sa place, elle est complètement à gauche, il ne devrait jamais franchir la ligne qui est au milieu. Puisque forcément, s'il y a un véhicule qui arrive en face, il y a un risque de collision qui est important. Donc, ce véhicule-là est très mal passé, et ce qu'il fait est très dangereux. D'accord? Maintenant, s'il le fait pas parce qu'il ne sait pas prendre son virage, il le fait parce qu'il doit lutter contre la force centrifuge. Donc la force centrifuge, c'est quoi? La force centrifuge, hop, voilà. La force centrifuge, c'est que plus vous allez vite, et plus dans un virage, vous allez être poussé vers l'extérieur. Ça veut dire que là, on voit bien que le camion qui est là, alors bien sûr, la force centrifuge, plus vous êtes gros, et plus vous êtes en proie à la force centrifuge. C'est comme vous, si vous êtes en train de courir à fond et que je vous demande de prendre un virage serré, vous allez avoir du mal à le prendre et vous allez être déporté. Ok? Donc la force centrifuge, ça augmente avec la masse du véhicule et le rayon de la courbe et surtout avec la vitesse. Ça veut dire que pour pas se retrouver complètement à droite sur le rail de protection, eh ben, il a forcé contre la force centrifuge et il s'est retrouvé au milieu de la route. Donc le meilleur moyen de lutter contre cette force qui vous pousse vers l'extérieur, bah, c'est d'aller moins vite, c'est tout. En voyant le virage, de bien ralentir, et plus vous allez lentement, et plus vous allez pouvoir résister à la force centrifuge. Si je vous demande de tourner en rond en marchant, vous allez y arriver. Si je vous demande de tourner en rond en courant à fond, ça va être de plus en plus dur, surtout si le cercle est petit. Ok? Alors, voilà, si je roule trop vite, sous l'effet de la force centrifuge, le véhicule se déporte et se renverse, bien sûr. Donc la force centrifuge, c'est ça. Il faut essayer d'y faire attention et lutter contre, notamment en roulant beaucoup moins vite. Il faut adapter son allure, bien sûr, et du coup, ce sera plus simple. Alors, est-ce que ce conducteur diminue la force centrifuge sans prendre de risque? Eh ben non, il prend un risque même important, très important. Je préfère être un peu déporté vers le bord, mais risquer de rencontrer personne, plutôt que s'il y a le même bus qui arrive en face. Là, par contre, le risque de collision il est important, et les dégâts ils seront importants. Donc,
sans prendre de risques? Non. Réponse B. Il prend beaucoup de risques. Et il aurait mieux fait de bien ralentir, de descendre son allure pour être en sécurité. Allez, question suivante. Un usager à trottinette risque de me surprendre par son faible gabarit. Réponse A. Par son silence. Réponse B. Ces usagers doivent appliquer les règles du code de la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ça, c'est une question pour vous, les jeunes, et tous ceux qui n'ont pas encore le permis et qui êtes sur des trottinettes, des vélos, et que sais-je encore. Donc, Monsieur Code, il veut vous sensibiliser pour que vous le compreniez dès maintenant. Donc, un usager à trottinette risque de me surprendre quand je suis en voiture, bien sûr, par son faible gabarit, parce qu'il est petit, donc il est mobile, il peut bouger de différentes façons, et on peut être surpris. En passant trop près, on peut le déséquilibrer, par exemple. Par son silence, bien sûr, parce qu'en trottinette, vous faites pas de bruit. Donc A et B. Ces usagers doivent-ils appliquer les règles du code de la route? Donc là, il vous met un petit message en douce en vous disant que c'est pas parce que vous êtes sur une trottinette, un vélo, des rollers ou n'importe quoi d'autre que vous pouvez vous affranchir des règles du code de la route. Donc oui, réponse C. Donc là, vous voyez, sur cette question, Monsieur Code, il vous met 4 réponses possibles, et sur les 4, il y en a 3 qui sont bonnes. Donc A, B et C. Donc il y en a toujours une de fausse, mais il peut y en avoir 3 sur 4, il peut y en avoir 2 sur quoi 2 sur 4, il peut y en avoir que 1 sur 4. Allez, question suivante. Je dois utiliser ce disque pour stationner sur l'emplacement A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour stationner sur l'emplacement B. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Allez, on ne tarde pas sur ça, c'est une question facile. Il suffit de regarder un petit peu l'image et vous trouvez la réponse facilement. Donc vous avez bien constaté qu'à droite, c'est une zone bleue. Donc le bleu va avec le disque. Le disque est très important, le disque de stationnement. Il permet d'être mis de façon manuelle. Vous voyez, ça se tourne en bas, c'est quelque chose de très simple, c'est en carton et c'est offert partout chez les commerçants. Vous le posez sur votre pare-brise pour dire que vous êtes arrivé à 13h30, pour que quand les contractuels passent pour mettre une amende, eh ben, ils sachent que vous êtes là depuis 13h30 et pas depuis 4 jours. Donc on vous laissera et on ne vous mettra pas d'amende, exclusivement bien sûr si vous avez mis un disque, sinon vous êtes susceptible d'avoir une amende. Du côté droit, c'est un marquage vert, vous voyez le symbole de la voiture, c'est la voiture là électrique. Donc je dois utiliser ce disque pour stationner dans l'emplacement A, oui bien sûr. Pour stationner dans l'emplacement B, non, puisque c'est un emplacement qui est réservé uniquement aux véhicules électriques. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas y stationner avec un disque ou pas. Ce réservoir contient le liquide de frein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je constate une baisse importante, il suffit d'en rajouter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le symbole qui est là, vous devez le connaître, c'est le symbole des freins. Sachez que là, sur la chaîne, il y a un test sur tous les symboles qui peuvent s'afficher sur votre tableau de bord, qu'il faut connaître parce que vous voyez, dans un test de 40 questions, vous allez avoir 1 ou 2 questions là-dessus. Donc, c'est important de les savoir. Donc, c'est le symbole du frein, c'est donc le rond entre parenthèses. Voilà, ça symbolise les freins. Donc, ce réservoir contient le liquide de frein, oui, c'est bien celui-ci. Donc, réponse A. Si je constate, Monsieur Code, si je constate une baisse importante, il suffit d'en rajouter. Vous voyez, Monsieur Code, quand il essaie de vous entraîner sur un terrain un petit peu trop lourdement en insistant, il faut se méfier. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du liquide de frein, et si vous constatez d'un coup qu'il n'y en a plus du tout, eh ben effectivement, c'est pas normal. Si ça a un petit peu diminué,
pas de problème, c'est l'usure normale, mais si d'un coup il n'y en a plus, c'est sans doute qu'il y a une fuite quelque part dans le système. Et si vous avez une fuite au niveau des freins, il faut aller consulter, il faut aller au garage rapidement, parce que si vous n'avez plus de freins, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est dangereux. Donc si je constate une baisse importante, il suffit d'en rajouter? Non, il ne suffit pas d'en rajouter, il faut vraiment aller au garage et très rapidement. Sachez que ce symbole-là est rouge sur votre tableau de bord et il signifie arrêt immédiat. Donc il ne faut pas le prendre à la légère et le faire correctement. Je peux faire un arrêt le long du trottoir de gauche. Dans la situation A, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation B, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, du stationnement, pareil, il y a un test là sur la chaîne, sur le stationnement, un très long, si vous pouvez aller dessus, si vous avez besoin de revoir ce thème-là. Donc, est-ce que je peux faire un arrêt long sur le trottoir sur l'image A? Alors, on voit bien que là, on est en sens unique, ok, puisqu'on voit que les véhicules sont garés dans le même sens. Et là, pareil, il y a des véhicules qui sont garés dans l'autre sens. Donc, à partir du moment où on est en sens unique, on voit aussi là avec la flèche qui est dans un sens et il n'y en a pas une autre dans l'autre. Donc, ça veut dire que si on est en sens unique, on peut faire un arrêt le long du trottoir de gauche. D'accord? Puisqu'il n'y a personne qui va arriver en face et on ne va pas croiser leur voie de circulation. Donc, dans la situation A, oui. Dans la situation B, par contre, on se rend compte qu'il y a des véhicules qui sont bien stationnés à droite, pas de problème, sauf qu'à gauche, il n'y en a pas. Et on voit bien qu'il y a une piste cyclable. Donc une piste cyclable, ça se prend dans les deux sens. D'accord? Ça veut dire que les vélos, trottinettes, etc., ils peuvent arriver d'un côté et de l'autre. Donc si je me mets à gauche pour m'arrêter le long du trottoir, je vais me retrouver dans la piste cyclable, ce qui est interdit. Comme j'ai pas le droit de me mettre dans une voie de bus, sur une bande d'arrêt d'urgence, sur des places pour les taxis, etc., etc. Donc les voies réservées, on peut ni s'y arrêter, ni s'y stationner. Donc dans la situation B, non. Est-ce que je peux faire un arrêt le long du trottoir à gauche? Oui, A, et non, D. A et D. Sur un véhicule à boîte de vitesse automatique, pour passer de la position D à la position R, le véhicule doit être totalement à l'arrêt. Réponse A. Je place le pied sur la pédale de frein. Réponse B. Le véhicule peut être en mouvement. Réponse C. Alors, c'est peut-être du charabia pour vous. Je vous laisse terminer, noter votre réponse, et on y va. Alors, D, R, P, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faut que vous sachiez qu'il y a deux types de véhicules. Il y a des véhicules thermiques et électriques, et il y a un véhicule qui est mécanique, ce qu'on appelle la boîte de vitesse mécanique, c'est-à-dire que c'est vous qui passez les vitesses. C'est ce que tout le monde a connu depuis très très longtemps. Désormais, il y a des boîtes automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous occuper du passage des vitesses. C'est la voiture qui le fait. On en a de plus en plus, notamment avec les voitures électriques. Je vous invite à essayer, c'est vraiment très bien. L'apprentissage est moins long, vous prenez moins de cours à la fin de votre formation, donc ça vous revient moins cher et c'est beaucoup plus confortable. Donc, comment ça fonctionne? Alors, il y a des lettres, oui. Alors, le P, par exemple, c'est le parking. Ok. Ensuite, vous avez le R. Alors, c'est de l'anglais, mais on va essayer de trouver des noms en français pour que vous les compreniez. Le R, c'est recul, donc c'est pour aller en marche arrière. Le N, c'est le neutre, ça veut dire que vous êtes au point mort. Et le D, c'est le départ, drive, ça veut dire que le véhicule roule. Donc c'est les seules vitesses que vous avez à passer. Soit vous êtes arrêté, vous mettez le parking, soit vous voulez reculer, vous mettez le R, soit vous voulez vous mettre au point mort et vous mettez le neutre, soit vous roulez, vous voulez démarrer, et à ce moment-là, vous vous mettez sur le D. Effectivement, pour pas qu'il y ait de problème quand vous le passez, il faut absolument que vous appuyez sur le frein quand vous le faites. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de rouler et que sans faire exprès vous passez la marche arrière, ça risque de casser le moteur, donc c'est une sécurité supplémentaire.
Donc sur un véhicule à boîte de vitesse automatique, pour passer de la position D, départ, c'est-à-dire où on roule, à la position en marche arrière, recul, le R, le véhicule doit être totalement à l'arrêt. Oui, bien sûr. Je place le pied sur la pédale de frein. Oui, bien sûr, sinon la vitesse ne passe pas. Le véhicule peut être en mouvement. Non, certainement pas, sinon vous risquez de tout casser et en plus, de toute façon, la vitesse ne passera pas. Voilà le petit point sur les boîtes automatiques que je vous invite à observer. Je m'arrête. Réponse A. Je continue avec le pied face au frein. Réponse B. Allez, Monsieur Code veut savoir si vous êtes quelqu'un de sécuritaire ou alors si vous observez tout ça en vous disant oui, allez, ça passe, de toute façon, elle va me voir, elle va se déplacer, etc. Très bien, on constate quoi? Qu'il y a une cycliste qui arrive vers nous, il y a une moto de l'autre côté, c'est très serré, donc il y a un risque de collision. Les cyclistes font partie des usagers vulnérables pour lesquels il faut prendre de grandes précautions. Donc, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue avec le pied face au frein? Non, je m'arrête. Stop. Je m'arrête, je la laisse passer et ensuite je repars. Donc, dans votre réponse, dites-lui à Monsieur Code que vous avez compris, que vous êtes sécure, que vous ne faites pas n'importe quoi, que vous n'êtes pas dangereuse, que vous n'êtes pas un casse-cou et qu'il peut vous donner le code parce que vous allez être un bon ou une bonne conductrice. En limitant l'utilisation de ma voiture en ville, je réduis la pollution sonore. Réponse A. Je préserve la qualité de vie des résidents. Réponse B. Je réduis la pollution atmosphérique. Réponse C. Je supprime tout risque d'accident. Réponse D. Allez, même système. 4 réponses possibles, on va voir combien on en a de bonnes. Donc là, on parle d'environnement. Donc en limitant l'utilisation de ma voiture en ville, je réduis la pollution sonore. Bah oui, forcément. Je préserve la qualité de vie des résidents. Bah forcément, quand il y a moins de voitures, il y a moins de bruit, il y a moins de danger, il y a moins de risques d'accident et de collision. Donc oui, bien sûr. Je réduis la pollution atmosphérique. Oui, puisqu'on dégage moins de CO2. Je supprime tout risque d'accident. Non, forcément, tout risque, quand on est extrême, quand Monsieur Code est extrême, c'est jamais bon. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de voiture que vous risquez pas d'avoir un accident, même en trottinette, même à pied, même en traversant, même en croisant d'autres piétons. Donc, réponse A, B et C. En attendant les secours, je lui retire son casque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je lui pose des questions simples et le rassure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, accident de trottinette. Donc, si ça vous arrive et que vous êtes face à cette situation, donc que ce soit trottinette, vélo ou moto, sachez qu'on ne retire jamais, jamais, jamais le casque d'un blessé. Jamais. Puisque avec le casque, tout va bien, mais quand vous l'enlevez, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Ça peut créer d'énormes problèmes. Donc, on ne retire jamais, jamais le casque. Donc, réponse B. Ensuite, je lui pose des questions simples et le rassure. Oui, parce qu'il faut essayer de garder une victime d'accident comme ça, il faut essayer de la garder consciente. Alors, il faut des questions simples pour voir si elle a toute sa tête, si tout va bien, et la rassurer en lui parlant, en attendant que les secours arrivent. D'accord? Donc, pas de questions trop difficiles ou autres, mais juste la rassurer, essayer de la tenir éveillée, jusqu'à ce que les secours arrivent le plus rapidement possible. En se dirigeant vers l'aéroport, les usagers circulent sur une route nationale, réponse A, une route européenne, réponse B, une route métropolitaine, réponse C. Alors,
comment on le sait? Comment le voir? On voit qu'on a des directions. Il nous suffit pour ça d'observer le cartouche qui est au-dessus des panneaux pour savoir sur quel type de voie on roule. Donc on voit que c'est M85. Donc M85, ça veut dire que c'est une route métropolitaine. D'accord? Donc je vous ai mis là tous les autres cartouches que vous pouvez aussi rencontrer. Donc bien sûr le rouge que vous connaissez, qui est le symbole de l'autoroute, avec le A bien sûr. Ensuite les routes nationales, toujours cartouche rouge mais il y a le N. Les départementales, les routes communales. L'itinéraire européen, il est vert. Ok, avec un itinéraire européen, ça veut dire que si vous venez d'Italie et que vous traversez la France pour aller encore dans un autre pays européen, vous allez suivre un itinéraire qui va se suivre et donc vous allez suivre ce cartouche-là, itinéraire européen qui va partir de chez vous dans un pays étranger, hein, que ce soit en Belgique, qui va traverser la France jusqu'à l'Espagne ou en passant par le Portugal. Ça vous permet d'avoir un itinéraire un petit peu mieux défini. Ensuite, les chemins forestiers, voilà, c'est tous les types de cartouches que vous pouvez rencontrer. Bien sûr, les plus importants, ce sont les 3 qui sont là, et aussi le nouveau, là, le métropolitain, qui existe depuis très peu. Donc c'est pour ça que vous risquez de tomber sur cette question-là, parce que comme ça vient de sortir, on va absolument vous former pour que vous sachiez bien plus tard, quand vous arriverez sur la route, à quel type de route ça correspond. Pour changer un fusible, je consulte la notice d'utilisation du véhicule. Réponse A. Je remplace par un fusible de même couleur. Réponse B. Je remplace par un fusible avec le même numéro. Réponse C. Je remplace par n'importe quel fusible. Réponse D. Pareil, question à choix multiples. Hein, c'est un peu les mêmes qu'avant, vous avez bien compris la psychologie de Monsieur Code, donc même si ça paraît un peu compliqué, vous pouvez trouver. Un fusible, c'est un élément électrique qui est dans la voiture et qui permet de faire fonctionner des feux par exemple, ou des composantes électriques de la voiture. Donc, est-ce que je consulte la notice d'utilisation du véhicule? Oui, parce qu'il faut déjà que vous sachiez où est placée la boîte à fusibles. Elle n'est pas placée partout en fonction du véhicule. Je remplace par un fusible de même couleur. Oui, c'est pour ça qu'il y a des codes couleurs, pour vous faciliter les choses, parce que on n'a pas besoin d'être électricien pour changer le fusible. Donc ça paraît beaucoup plus logique avec la couleur et avec le même numéro. D'accord? Donc soit l'un, soit l'autre. Et je remplace par n'importe quel fusible? Ben non, forcément, puisque un fusible est adapté à la puissance que vous voulez donner. Donc, je consulte la notice pour savoir où est ma boîte de fusible. Je le remplace par un fusible de même couleur, de même numéro. Lorsque je consomme de l'alcool chez des amis, les quantités sont toujours identiques à celles servies dans un bar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je teste mon alcoolémie avant de partir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc, lorsque je consomme de l'alcool chez des amis, à un repas, etc., est-ce que les quantités sont toujours identiques à celles d'un bar? Non, elles ne le sont pas. Bon, vous l'avez déjà certainement vu, mais dans un restaurant ou dans un bar, vous avez ce qu'on appelle des doses bars, c'est-à-dire qu'au bout de la bouteille, souvent, il y a l'espèce de petit rond qui permet de mettre une dose bien précise. Et d'ailleurs, c'est réglementé et légiféré, vous ne pouvez pas servir une quantité d'alcool en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des doses qui sont bien claires, ça permet aux gens qui vont dans un restaurant ou dans un bar, s'ils boivent 2 verres ou s'ils en boivent 3, ça leur permet d'évaluer à peu près où est-ce qu'ils en sont avec leur alcoolémie. Donc les quantités à la maison, bien sûr, vous avez bien compris que quand on le verse à peu près au pif, bah forcément c'est pas la même chose que les doses bars et c'est donc beaucoup plus dangereux parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de quantité d'alcool dans un cocktail ou dans un verre qu'on vous sert à la maison qu'au bar. Cependant, est-ce que je teste mon alcoolémie avant de partir? Oui, bien sûr.
Surtout, je suis à la maison, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas combien de doses il y avait à l'intérieur. Avant de partir, il y a des tests qui se donnent partout ou qui s'achètent, que vous devez avoir dans la voiture ou autre. Vous faites votre test d'alcoolémie, et puis si ça ne va pas, vous prenez un Uber ou un taxi, ou vous dormez chez vos amis, mais vous trouvez une solution pour ne pas prendre le volant. Donc toujours identique à celle de barre, non, réponse B, et je teste mon alcoolémie avant de partir, oui, réponse C. Mettre une pince pour détendre la ceinture réduit son efficacité. Réponse A. Ne pose aucun problème particulier. Réponse B. Est dangereux. Réponse C. Pareil, Monsieur Code, il veut voir si vous êtes sérieux, si vous êtes un kamikaze, si vous réfléchissez ou pas. Donc mettre une pince pour détendre la ceinture, pour pas qu'on soit trop serré, pour pas froisser le t-shirt ou la chemise, bah bien sûr que ça réduit son efficacité, beaucoup même, et du coup ça rend un petit accident qui n'aurait pas eu de conséquences en quelque chose de plus dangereux. Ne pose aucun problème particulier, certainement pas. Et est-ce que c'est dangereux? Oui, bien sûr. Donc réponse A et réponse C. Dans cette condition, je peux installer en sécurité sur le siège passager avant un adulte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un bébé dos à la route dans son siège homologué. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, voilà un symbole qu'il faut connaître, qui est pratiquement dans toutes les voitures maintenant, sauf vraiment les très anciennes. Il faut savoir qu'à l'avant, en tant que conducteur, on a un airbag, mais on en a un aussi pour le passager qui est à côté. Cependant, l'airbag du passager peut être désactivé. C'est une possibilité. Comment on le fait? On le fait ici. Vous voyez, il y a marqué passager airbag on/off. Donc, soit vous l'allumez, soit vous l'éteignez. Là, on voit qu'il est sur la position on, donc il fonctionne. Ça veut dire qu'on peut installer un adulte devant, puisque en cas d'accident, il va avoir besoin de l'airbag pour lui venir en aide. Par contre, un bébé dos à la route dans son siège homologué, à ce moment-là, il ne faut absolument pas que vous l'activiez. Ok? Un bébé dos à la route, ça donne ça. Donc vous comprenez bien que là, sur la boîte à gants, s'il y a un gros airbag qui sort, ben, ça va renverser le siège et ça va être encore plus dangereux pour le bébé. Donc quand on met un bébé comme ça à l'avant et qu'on l'installe dos à la route, on doit absolument, avec sa clé de contact, le mettre à l'intérieur et le placer sur la position off. Et si c'est le cas, à ce moment-là, vous pouvez mettre un bébé dos à la route. Donc là, il est sur on, donc pas de bébé dos à la route, juste un adulte, ce sera très bien. Donc réponse A et réponse D. A et D. J'ai adapté mon allure pour être en mesure de m'arrêter en cas de clignotement des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tenir compte des déformations de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, c'est facile, c'est de la sécurité. Là, sur ça, vous ne devez pas vous tromper. Donc, juste par contre, une chose, à l'examen du code sur votre tablette, quand vous le passerez, vous aurez aussi des questions vidéo. Il faut prendre l'habitude d'observer, parce que les questions vidéo, vous voyez que c'est en mouvement, donc c'est un peu plus facile de se faire une idée. Mais n'hésitez pas à observer le compteur de la voiture pour savoir à quelle vitesse vous roulez. Donc, si vous n'avez pas fait attention, au début, on était à plus de 60, 65 km/h. Et là, on se retrouve à 41. Donc, on a fait tomber l'allure, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a une signalisation particulière qui indique un passage à niveau. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Donc,
Pourquoi j'ai adapté mon allure et je l'ai donc diminué pour être en mesure de m'arrêter au cas où les clignotants des feux, ou au cas où les feux commencent à clignoter, pour le passage à niveau, bien sûr, et pour tenir compte aussi des déformations de la chaussée. Donc A et C. Allez, dernière question, accrochez-vous. Pour tourner à gauche au stop, je me place totalement à gauche. Réponse A. Je me place le long du milieu de la chaussée. Réponse B. Je me place sur la droite. Réponse C. Alors, donc, pour tourner à gauche au stop. Donc là, c'est la signalisation pure. On voit bien ici qu'on a un panneau stop sur le côté gauche et un panneau stop sur le côté droit. Donc quand on a une signalisation des deux côtés de la chaussée, ça veut dire qu'on est en sens unique. Donc si on est en sens unique, ça veut dire que le stop qui va apparaître ici, la route est assez large, je vais pouvoir choisir. Si je vais à gauche, je serre à gauche. Si je vais à droite, je serre à droite. D'accord? Donc pour tourner à gauche au stop, je me place totalement à gauche. Oui, bien sûr, totalement à gauche. J'ai ici la place. Je me place le long du milieu de la chaussée. Non, pas du tout. Et est-ce que je me place à droite? Non, je ne me place pas à droite puisque je vais à gauche. Donc là, en gros, Monsieur Code, il voulait savoir si vous savez que quand vous avez deux panneaux d'implantation des deux côtés de la chaussée, ça veut dire que vous êtes en sens unique, et donc si vous êtes en sens unique, ça veut dire que vous devez absolument vous placer à gauche. Voilà, c'était ce petit test, j'espère qu'il vous a aidé. En tout cas, je vais vous faire un nouveau test de 20 questions, la suite de celui-ci puisqu'il y en a 40. Vous pourrez aussi le faire et puis du coup vous verrez à peu près combien de fautes vous aurez fait en tout. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous receviez les notifications aussi, pour que le prochain test, quand il arrive, vous puissiez le faire. Je vous invite à faire un maximum de tests pour avoir votre code le plus rapidement possible. Je vous souhaite bonne chance, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.